Est-ce que vous avez des questions sur les contributions, les prises de position, les idées partagées pendant ce panel, voire d'autres? N'hésitez pas. Oui, Monsieur Perrin. Oui, je voulais revenir sur cette idée d'articuler des comités un peu très généralistes et surplombants pour pouvoir donner des règles qui soient suffisamment générales pour ne pas être trop particulières. Et en même temps, ce besoin de telle ou telle profession, de tel ou tel secteur, soit pour des raisons de dynamique et comme de réponse rapide, de pouvoir aussi faire un peu une proposition un peu bottom-up. Et je pense qu'il faut en fait qu'on organise des comités sectoriels un peu spécialisés dans tel ou tel secteur de l'intelligence artificielle ou les algorithmes ou le numérique de manière générale, et puis un comité national ou un comité surplombant. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui est l'objet, je pense d'ailleurs c'est une des choses qui figure dans le rapport Villani et qui est à l'origine un petit peu d'une proposition de la CERNA, et je pense que c'est important qu'on aille dans cette direction-là. Un comité sectoriel, lui tout seul, ça fleurit un peu partout. Moi, j'essaie de le faire modestement du côté de l'industrie automobile en France, mais je veux dire que ce n'est pas suffisant. Et effectivement, cette effloraison ne suffit pas à elle-même à donner du corps à cette... L'autre aspect que je voulais signaler aussi, c'est que je pense que ce qui va changer assez drastiquement, et on parle à ce moment-là d'éthique by design, ce qui a été dit tout à l'heure par Antoine Garachon, c'est il faut aussi former les gens dans le métier d'ingénieur en particulier, mais pas que, à concevoir qu'il y a de l'éthique dans le numérique à tout moment. C'est-à-dire que c'est finalement le numérique peut... on se rend pas compte, on peut ne pas se rendre compte qu'on devient délinquant du numérique. Je dis ça parce que je pense qu'il y a un manque de formation à l'aspect éthique du numérique dans les formations d'ingénieurs, ce qui fait qu'on peut avoir des déviances qui sont liées à un process naturel ou une sorte de pression du travail qui fait qu'on va franchir des lignes. Et il faut qu'on puisse mettre dans la conscience des gens que voilà, il y a de l'éthique by design à concevoir. Bien. Je ne sais pas si c'était une question, c'était plutôt une réflexion. Et c'est vrai que moi, j'avais une question pour les panélistes sur justement la formation ou les formations les plus adaptées pour corriger peut-être certains risques de l'intelligence artificielle. Vous y répondez en partie. Mais donc, les ingénieurs, il faut les former d'abord avant qu'ils aient leur diplôme. Vous me dites, c'est peut-être parfois un peu lacunaire sur le plan de l'éthique. Les comités pour lesquels vous plaidez, sectoriels ou un comité surplombant, ça vient plus tard. Est-ce que ça suffit? Je m'adresse ici aux ingénieurs. Est-ce que ça va résoudre les problèmes? Est-ce que la formation et prendre le problème par le biais des ingénieurs uniquement suffit? Enfin, attendez, voilà. Brièvement, hein, c'est un peu de la provocation ce que je vais dire, mais enfin, de la provocation, c'est bien que tous les métiers vont changer, on ne sait pas quels seront les métiers dans 50 ans, Pourquoi pas? Il faut garder des juristes pur sucre, des ingénieurs pur sucre, mais faire des formations. Alors, la question, c'était quelle formation pour les ingénieurs et les juristes? Pourquoi pas, par exemple, sur un master sur 1500 heures, pourquoi pas faire des juristes ingénieurs avec 1000 heures de droit et 500 heures d'ingénierie, et puis des ingénieurs juristes avec 1000 heures d'ingénieurs et 500 heures de droit, parce que, si vous voulez, ce sont deux cultures assez différentes qu'il est absolument nécessaire maintenant de concilier. Je ne sais pas dans l'histoire, je ne suis pas juriste, mais si vous voulez, la complexité des objets numériques que l'on conçoit, qui ont des millions de paramètres, hein, alors qu'on est habitué, si vous voulez, avec les lois de Kepler et tout ça. Les lumières, ça a été modéliser les choses avec le moins de paramètres possible. Les grands succès de la physique, c'est avec les doigts d'une main suffisent pour donner les paramètres des formules qui prédisent l'évolution des astres. Bon. Là, avec le deep learning, on est avec des millions de paramètres, ou sans doute bientôt des milliards, qui s'ajustent. Et là, on ne va pas revenir sur les questions d'explicabilité et tout ça, mais sans doute que dans la société, maintenant, j'ai envie de dire, les ingénieurs et les juristes vont devoir travailler ensemble pour construire les
les cadres de la société. Je ne sais pas si ça s'est fait beaucoup jusque maintenant. Voilà. D'accord. Donc vous plaidez pour des cours qui soient des cours. Vous pouvez plaider. Oui, vous évoquez. Mais bon, je pense qu'il y a certaines universités qui y songent. Peut-être une intervention, oui. C'est vrai. J'ai une intervention, mais après mon moment d'ouverture, je me sens éthiquement obligé de donner la priorité aux gens dans la salle. Si... Oui, mais vas-y. Non, ok. Alors très bien. Mais donc. Je me fais l'écho d'une question de Sophie tout à l'heure, une question par rapport à l'inégalité, et qui va me permettre aussi de reprendre ces points importants et de répondre à la question tout à l'heure. Donc, inégalité structurante dans nos sociétés, on en a parlé, inégalité aussi à l'accès en matière d'accès à la justice, et puis par rapport à votre question, inégalité dans l'accès à la construction de l'action publique. Donc, on pourrait envisager le débat comme étant une question d'équilibrage entre des comités généraux surplombants et des comités sectoriels. Mais il y a un autre bottom-up qui n'est pas celui des comités d'experts, mais qui est celui de la participation des citoyens. Et donc là aussi, c'est vraiment un enjeu crucial pour des institutions. C'est un peu le paradoxe de l'éthique, en fait. L'éthique, c'est à la fois un appel à... C'est une question sur ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste, un appel à notre réflexivité individuelle, et en même temps, ce questionnement, qui est aussi ancien que l'humanité elle-même, s'est cristallisé sous la forme d'institutions qui n'encouragent pas à se poser cette question, mais qui y répondent à notre place. Donc, je pense qu'avec l'avènement de ces nouvelles technologies, c'est aussi l'occasion, et pas par des moyens digitaux nécessairement, mais en tout cas, c'est l'occasion de mettre en exergue cette réflexivité et de déployer de nouveaux moyens, de nouveaux moyens aussi en matière de pensée, sur les manières d'intégrer cette participation citoyenne. Alors, on parlait du rapport Villani. Le rapport Villani, donc, deux choses en matière d'éthique. Donc, la 5e partie de ce rapport, je vous en conseille la lecture dans son intégralité, mais spécifiquement sur l'éthique, il est assez concis en vérité. Deux propositions. Une proposition d'un nouveau comité, et puis une autre proposition qui consiste à fédérer au niveau international ces conseils d'éthique. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette fédération internationale, elle est là, elle existe déjà. Au niveau véritablement international, et puis au niveau européen, et ça c'est la Commission européenne qui l'a mise en place il y a quelques années déjà. Et puis, cette réflexion sur l'éducation, la formation, qui rejoint la question des inégalités et de la citoyenneté. Alors, classiquement, donc on parlait de cette efflorescence, de ce pullulement de nouvelles stratégies en matière d'intelligence artificielle. Classiquement, elles ont un chapitre éducation. Et ce chapitre éducation se concentre sur la lutte contre la fuite des cerveaux, contre le brain drain, avec un point d'action principal, former davantage de programmeurs, de codeurs, d'ingénieurs, etc. C'est bien, mais c'est très largement insuffisant. Et il y a au moins deux autres dimensions qui sont indispensables. Une autre dimension, et on l'a un petit peu évoqué là, c'est celle de, en fait, pas seulement d'avoir d'autres programmeurs ou davantage de codeurs, mais comment donner les moyens aux jeunes étudiants, ou plus jeunes encore, d'apporter un regard critique sur la société qui les entoure, sur les transformations technologiques et sur le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors ça peut être des cours d'éthique, ou ça peut être des cours de citoyenneté, ou ça peut être quelque chose qui ne commence pas par cours de, mais en tout cas, il y a vraiment un deuxième enjeu crucial. Et puis alors, un troisième, et je m'en tiendrai à celui-là, c'est, pour reprendre la question de l'inégalité, tout ce qui concerne des gens qui ne sont plus dans les salles de classe. Alors on peut les y ramener, mais il faut vraiment
penser à la manière dont ça passe par l'éducation tout au long de la vie, et puis ça passe par d'autres manières d'impliquer les citoyens. Mais voilà, pas juste penser aux nouvelles générations, mais penser à nos contemporains également. Merci. Une réaction de la salle. Voilà. Réaction aux questions. Je parlais sous le contrôle de Sophie, et je vois que ce contrôle s'exerce. Non, en fait, moi, mon principal regard qui me posait problème, c'est l'accès à la justice qui actuellement est déjà pas si évident que ça pour des personnes, je pense, plus faibles physiquement, mentalement. Et en fait, ici, on a parlé aujourd'hui de choses qui sont super intéressantes et nous tous, on est capables de réfléchir par rapport à ça. Mais il y a cet accès à une justice informatisée qui, pour moi, est très dangereuse pour justement cette partie de la population. Alors évidemment, il y a un autre côté. C'est qu'effectivement, je ne sais plus qui en a parlé, mais l'accès à la justice peut justement permettre de diminuer les coûts pour l'utilisateur de la justice. Ça peut permettre justement d'avoir un système moins je veux dire, coûteux pour l'utilisateur, je parle du justiciable. Mais par contre, il y a un côté qui me dérange, c'est justement réduire... donc l'avocat va devoir s'informatiser, l'avocat va devoir diminuer le paiement qu'il demande de ses honoraires de manière générale. Donc en fait, on a vraiment une informatisation et on a l'idée de l'avocat entrepreneur. Et moi, c'est quelque chose qui me pose problème aussi, comme on a le problème du médecin entrepreneur. Au final, on a vraiment envie d'être devant un avocat qui cherche à faire passer le client suivant parce qu'il n'aura pas... voilà, je veux dire, les avocats, c'est un peu, ça réfléchit beaucoup, etc. Mais c'est pas suicidaire, donc à un moment, il va falloir quand même qu'on puisse vivre si on veut être avocat et exercer la profession d'avocat. Alors, de quelle manière, avec ce système d'informatisation où tout ira beaucoup plus vite et où on se voit comme des entrepreneurs et pas des métiers, comme il existait à la base. Voilà. Je ne sais pas si ça rappelle une réponse, mais ça peut suggérer des réflexions, oui, parce qu'il n'y avait pas de les questions. médecins ont les mêmes interrogations. Mais en même temps, il n'y a pas que le droit pour résoudre les problèmes. Je pense que c'est aussi un point qu'on oublie parfois. Il faut voir la masse des affaires, etc. Mais il n'y a pas que le droit pour résoudre les problèmes. Il y a peut-être des questions politiques qui se posent quand une société ne trouve plus que dans le juge une manière de résoudre ses litiges ou plutôt ses conflits. Et je crois que, parce que dans l'idée, oui, tout le monde doit pouvoir aller en justice, n'importe quoi, on doit aller en justice, ça doit être pas cher. Et il y a peut-être d'autres manières de régler les litiges ou de régler les conflits que d'aller devant le juge. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y aura encore une question de la salle? Ou une remarque? Oui. Bonjour. Ma question, donc on a parlé beaucoup de l'aspect éthique, du fait d'être en fait quelque part victime d'une décision qui est prise par algorithme ou du moins par un traitement automatisé des données. Mais en fait, outre l'aspect éthique de ce mécanisme, il y a aussi l'aspect légal, puisque le nouveau règlement qui rentre en vigueur en fait dans un mois, de règlement donc, de protection des données interdit ou du moins donne le droit aux citoyens de ne pas avoir leurs droits affectés par une décision résultant d'un processus automatisé de traitement de leurs données personnelles. Et en fait, donc, c'est plutôt une question qui s'adresse du coup aux juristes du panel. Comment concilier les algorithmes et l'intelligence artificielle avec cette nouvelle prohibition qui sera imposée aux contrôleurs et responsables de traitement de données? Merci. Pour reprendre votre question, je vous dirais plutôt dans l'autre sens que le droit n'a jamais changé un modèle économique seul. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on va adapter et interpréter le règlement de telle manière à le rendre compossible avec les pratiques qui se font partout dans la société. Bon, voilà, je pense que c'est un point. Il y a beaucoup de discussions. Cette disposition n'est pas si nouvelle. Elle existait déjà essentiellement avant. Ça n'a pas empêché tout ce qui s'est développé. C'est juste, ça donne juste des moyens de combattre, mais en tant que tel, je ne pense pas que ça va interdire les développements qui sont en cours. Je ne suis pas un spécialiste, contrairement à ce qu'on a pu dire de la vie privée, mais l'article 22 auquel vous faites question, donc voilà, quand même, du règlement, qui effectivement
interdit les systèmes de prise de décision qui sont uniquement basés sur des algorithmes et qui permettent d'avoir une explication. C'est vrai que c'est une disposition qui, grosso modo, existait. Et donc, on voit aussi, et qui n'a jamais peut-être été suffisamment mise en œuvre. Et l'enjeu, c'est effectivement de dépasser ce genre de réglementation et de trouver des processus pour la mise en œuvre de ce genre de droit consacré, mais pas toujours appliqué. Bien. Toute dernière intervention? Non? Oui? Monsieur? Bon, si vous en voulez une. Oh non, j'insiste pas. Hein, mais... Non, mais ça peut vous intéresser de savoir que dans cette université, une initiative a été prise par l'école polytechnique qui consiste à remplacer le cours d'histoire critique des sciences et des techniques par un cours d'éthique qui commencera au septembre prochain. Notez que le cours critique d'histoire des sciences et des techniques est un cours qui est fondamentalement basé sur l'éthique. Et donc on en revient à l'enseignement classique de l'éthique, simplement pour votre information. Merci pour cette information. Personnellement, j'étais au courant, mais justement, je trouve qu'il faudrait peut-être qu'on en discute entre facultés aussi, ce qui n'a peut-être pas été fait. Je ne pense pas, ça n'a même pas été le cas avec les titulaires du cours. Bien, je passe la parole comme convenu à mon compère, collègue Denis Philippe. C'est avec lui notamment que nous avons conçu cette journée. Et c'est à lui que revient de conclure, si c'est faisable, en 5 minutes. Et donc, on respecte... Il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de plus de 5 minutes pour résumer 22 contributions. Voilà, c'est un exercice en tant que tel, mais il a l'intelligence artificielle pour le faire. Voilà. Merci Alain. Je suis très heureux de prendre la parole en terminant, mais je dois vous le dire que je le fais avec beaucoup d'humilité. Il y a tellement d'expériences qui ont été exprimées aujourd'hui que je suis un petit peu petit par rapport à tout ce qui s'est dit. Mon exposé se développera en 2 petits thèmes. En premier lieu, éclosion, foisonnement, disruption. Et en deuxième lieu, prévisibilité et éthique. Pourquoi l'éclosion? Nous sommes au printemps et ce que j'ai constaté, je crois que notre collègue a dit que toutes les heures, il y a une nouvelle initiative éthique. Je crois que toutes les secondes ou toutes les minutes, il y a une nouvelle invention ou une nouvelle application de l'intelligence artificielle. Et donc, je crois qu'il faut tout de même encore exprimer ces sentiments, parce que les robots ne font pas encore toujours. Je suis très enthousiaste par rapport à ce qui est une véritable révolution, une révolution à laquelle nous ne pourrons pas échapper. La deuxième chose qui m'a frappé aujourd'hui, et aussi en lisant pour préparer ce petit exposé, c'est le foisonnement d'initiatives. J'ai regardé les initiatives législatives, le professeur Schultenolk en a déjà parlé de toutes les initiatives européennes, mais je voyais que la première législation au Nevada date déjà de 2011, et puis les législations se succèdent de manière assez phénoménale en Amérique, surtout en Californie, où les législations sont tout à fait up-to-date, législation à Singapour, donc on est vraiment dans un foisonnement énorme au niveau légal, mais aussi au niveau des opérateurs. Je regardais aussi hier, je vois que tous les opérateurs sont Renault, PSA, Daimler, BMW, toutes les grands sont sur le marché. Ils investissent énormément d'argent dans tous ces nouveaux produits. Les GAFA, bien sûr, sont au premier rang. Et ce qui m'a frappé aussi en relisant, c'est qu'il y a beaucoup de joint venture entre des spécialistes du numérique et de l'Internet et les sociétés automobiles. Donc il y a vraiment toute une série de nouvelles choses qui ont lieu. Et c'est pour ça que je parle vraiment de foisonnement. Et M. Friedrich est encore là. Il y a aussi un foisonnement de tous les produits qui existent au niveau légal. Donc je crois que là aussi c'est une bonne chose. Mais voilà, j'ai parlé de disruption. On pourrait parler de révolution, mais je crois que la disruption c'est le bon terme. Et tous les panélistes l'ont montré. Disruption au niveau de l'emploi, au niveau de l'asservissement à la machine, au niveau de la vie privée, au niveau du respect des données personnelles et, comme M. Garpon l'avait dit aussi, au niveau transnational où notre petite Europe risque vraiment d'être à la merci de tout ce qui existe à l'étranger. Donc ça, c'était le premier thème.
qui est l'évolution. Et mon deuxième thème, prévisibilité et éthique. Prévisibilité, ça aussi, en lisant hier, j'ai l'impression que même au niveau des machines, il y a toute une série de choses qui ne sont pas prévisibles. Il y a quelqu'un qui me parlait, monsieur me parlait des circonstances météorologiques tout à fait imprévisibles. Ben, ça existe. Et peut-être que la voiture autonome n'arrivera pas à gérer toutes ces circonstances météorologiques imprévisibles qui sont, il faut le dire, de plus en plus nombreuses. Donc là, il y a tout de même un risque, et je crois que c'est un des premiers objectifs, c'est d'embrasser le plus possible l'imprévisibilité, ce qui n'est pas toujours facile. Et la deuxième chose qui m'a aussi interpellé tout spécifiquement aujourd'hui, c'est le machine learning. Donc moi, je ne suis qu'un modeste gratte-papier juriste. Le machine learning, je trouve ça très interpellant. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'apparemment, toute une série de personnes disent qu'on n'arrivera pas à prévoir la manière dont les machines vont raisonner. Ça me fait un petit peu peur. Et ça me fait peur aussi au niveau de tout ce qui peut se passer dans l'avenir. Je crois qu'on arrive, je suis genre optimiste, donc j'ai écouté tout ce qui a été dit, donc je crois qu'on arrivera sans doute à rencontrer tous ces problèmes, mais ça reste à mon avis un des problèmes à la fois sur le plan du droit et aux autres niveaux qui est important. Et la prévisibilité du droit aussi, c'est quelque chose qui me semble très important. Comme je l'ai dit à Alain en commençant le colloque, moi, une des raisons pour lesquelles j'étais assez motivé par ce colloque, au moment où j'ai acheté ma voiture, les constructeurs, on a tous le mobile sans chauffeur, mais on ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de législation. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frustré. Et donc, je trouve que nous, juristes, on doit un petit peu anticiper, c'est peut-être présomptueux, mais nous devons être sur le front des nouvelles technologies et nous devons être là pour accompagner, si possible, anticiper toute cette évolution. On a parlé de la responsabilité, là je crois que c'est plus ou moins under control, plus ou moins. Il y a aussi un nouveau droit de la propriété qui va venir, tout ce qui est économie collective entraîne un nouveau droit de la propriété si les voitures sont partagées et qui va être propriétaire. Et M. Malengro avait aussi épinglé le statut du logiciel, puisque apparemment le logiciel ne serait pas un produit, donc il faut aussi lui trouver une certaine place dans cet environnement légal. Et dernier point, le point éthique, je croyais en parler plus longtemps, mais j'ai été très impressionné par tout ce qui a été dit maintenant. L'éthique, par rapport à ce que M. Perrin a dit, c'est d'abord la dialectique, voir ce qui se passe dans chaque cas, qu'est-ce qu'il faut prévoir. Je crois qu'il faut aussi trouver, et c'était vraiment l'objet du dernier colloque, de trouver vraiment les valeurs les plus fondamentales à laquelle on se rapproche par le débat, la régulation, mais il y a vraiment un travail qui se fait, j'en suis très heureux. J'étais vraiment très heureux d'entendre le dernier débat et je crois qu'il faut progresser aussi à ce niveau-là. Alors je conclus en remerciant, je crois que je suis resté dans les temps, Alain, en remerciant tous les orateurs. On était vraiment, je crois qu'on a tous été très enrichis par tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Et j'ai entendu aussi les échos de tous ceux qui étaient dans la salle. Remercier aussi tout le personnel qui a permis à ce que cette journée puisse avoir lieu. Et bien évidemment, nous vous remercions en tant qu'organisateurs. Nous vous remercions tous pour votre attention, pour votre présence et pour votre enthousiasme au cours de cette journée. Et bonne soirée à tout le monde et bonjour chez vous.